Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État béninois Patrice Talon dévoile son premier gouvernement, 21 ministres au total avec un tandem Abdoulaye Bio-Tchane et Pascal Irénée Koupaki au rang de ministres d'État. Les précisions dans quelques instants. Les autorités djiboutiennes poursuivent leur politique de développement objectif, faire de Djibouti une plateforme de référence dans la sous-région. Le gouvernement mise notamment sur le système éducatif. Et dans la politique visant à la libre circulation des biens et des personnes sur le continent, le passeport africain devrait être mis en circulation en juillet 2016, une disposition qui rentre dans le cadre de l'agenda 2063 des Nations Unies. Au Bénin, quelques heures après son investiture ce mercredi à Porto Novo, le nouveau président Patrice Talon a dévoilé la liste de son gouvernement. Un gouvernement sans Premier ministre. Il s'agit d'une équipe de 21 ministres, dont 3 femmes. Point également remarqué dans cette composition, l'entrée d'Abdoulaye Bio-Tchane et de Pascal Irénée Koupaki, deux des candidats malheureux à la présidentielle. Deogracias Podo. Quelques heures après son investiture, le nouveau chef de l'État béninois, Patrice Talon, a dévoilé la liste de son premier gouvernement. Une équipe de 21 ministres, dont 3 portefeuilles attribués aux femmes et 2 autres portefeuilles de ministres d'État attribués au tandem Abdoulaye Bio-Tchane et Pascal Irénée Koupaki. Ce gouvernement a l'une des qualités principales, la compétence technique. La deuxième qualité, c'est l'expérience. M. Patrice Talon l'a dit, il va en guerre contre la fatalité, la pauvreté extrême de ses concitoyens. C'est à la fois un gouvernement de compétences, mais à la fois aussi un gouvernement de récompense politique. Le nouveau chef de l'État béninois s'est engagé à mener un certain nombre de réformes constitutionnelles. Il place son quinquennat sous le signe de la rupture et de la transition politique. Des défis importants au regard des Béninois qui espèrent que le nouvel exécutif répondra davantage à leurs aspirations. Je pense que le défi majeur qui se présente aujourd'hui à cette équipe gouvernementale, c'est la réduction de la sensible de la pauvreté, la lutte permanente contre la corruption et l'impunité dans notre pays. Et donc je pense qu'un président qui veut s'arrêter à un mandat unique doit pouvoir oser prendre des réformes qui fâchent, puisqu'il ne se soumettra pas plus tard à la volonté populaire. Pour bon nombre d'observateurs, ce premier gouvernement présente une figure technique qui pourra justement faire face aux enjeux sociaux et économiques du Bénin. Le bon déroulement du scrutin présidentiel avait été salué comme étant l'expression de la maturité de la démocratie du pays. Dans le reste de l'actualité également à Djibouti, les électeurs sont attendus aux urnes ce vendredi 8 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin pour lequel 6 candidats sont en lice. À Djibouti toujours, sur une population de 810 000 habitants, les jeunes constituent l'essentiel de cette population. Des jeunes confrontés au chômage et au sous-emploi. On compte aujourd'hui près de 200 000 personnes sans activité. Le gouvernement poursuit néanmoins sa politique de développement. Le positionnement sur la scène internationale en est l'un des enjeux. Ouverture d'écoles d'excellence et financement de projets éducatifs sont à l'ordre du jour à Djibouti. Djibouti qui vise l'émergence d'ici 2035 à Diarandiaï. Le renforcement du système éducatif est en marche à Djibouti. Le chômage des jeunes est prépondérant malgré la croissance économique positive de ces dernières années. 70% des jeunes de moins de 30 ans sont touchés par ce fléau. Les autorités misent désormais sur la formation professionnelle et le partenariat public-privé pour y remédier. Les difficultés que rencontre le système éducatif sont néanmoins de taille. Le sujet qui porte sur la formation à Djibouti à l'heure actuelle est un peu difficile à évaluer parce qu'il est vrai que nous avions eu d'autres priorités il y a quelques années qui étaient celles d'abord de stabiliser et de sécuriser le pays. Donc ces processus-là de stabilisation et de sécurisation de la République du Djibouti a bien évidemment nécessité un fort financement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, Djibouti qui a cette ambition de drainer les investisseurs sur son territoire est un sujet crucial. Sur 7000 étudiants fréquentant les 5 facultés de l'université de Djibouti,
Djibouti. 1500 diplômés intègrent chaque année le marché de l'emploi. L'ambition du pays est d'accroître le nombre de diplômés répondant aux besoins réels du marché. La position géostratégique du pays fait partie des pistes de solutions et constitue à ce jour un atout pour l'amélioration de la formation professionnelle des étudiants. De par sa situation stratégique, Djibouti est aujourd'hui amené à dépasser linguistiquement la seule francophonie. Je pense que la diversité linguistique est est capitale, et je pense que nous devons également, dans ces défis linguistiques, former les Djiboutiennes et les Djiboutiens en l'anglais, et puis même au-delà de l'anglais, par exemple les Chinois, l'Espagnol, les Japonais. Je pense que la diversité linguistique pour un pays est un atout également pour son développement. Djibouti ambitionne donc de devenir une nouvelle plateforme internationale. La pose de la première pierre de l'école internationale africaine de Djibouti a eu lieu en ce sens le 6 mars 2016. Dispensant son enseignement en anglais, français et arabe, l'établissement proposera à terme une maternelle, une école primaire, un collège, un lycée et un pôle universitaire intégrant toutes les facultés. L'ouverture prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2016 proposera des frais de scolarité préférentiels à tous les jeunes djiboutiens. Dans le reste de l'actualité également, l'élection présidentielle qui se tiendra ce dimanche 10 avril au Tchad. Sachez que dans le cadre de ce scrutin, vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 nos émissions spéciales à partir de 20h GMT. Toujours dans l'actualité tchadienne, la justice du pays est au cœur du débat public. Le gouvernement est souvent interpellé sur son éventuelle mainmise dans plusieurs affaires. Au cœur du problème donc, le système judiciaire que beaucoup appellent à être réformé. Réforme qui garantirait notamment une véritable séparation des pouvoirs, point crucial pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. La justice au Tchad fait l'objet de critiques. De nombreux manquements dans le secteur ayant suscité de par le passé l'interpellation à maintes reprises du gouvernement soutiennent ce constat. Aujourd'hui encore, l'actualité au plan juridique révèle une sérieuse crise du système judiciaire dans ce pays. Or, les dispositions de la constitution tchadienne garantissent la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le problème de la justice se pose en matière d'hommes. C'est-à-dire que les textes ne valent que ce que les hommes en font le plus souvent. Donc, on a des magistrats qui sont nommés par décret et le plus souvent, cette nomination limite leur pouvoir et leur indépendance quand ils veulent rendre une décision en matière judiciaire. Selon une récente enquête menée sur la perception du justiciable, 45% des Tchadiens ne croient pas en leur justice. Les nombreux débats en cours sur le sujet mettent aussi en exergue les difficultés liées à l'influence du politique sur les décisions rendues, la division au sein des acteurs du pouvoir judiciaire et l'insuffisance des moyens mis à leur disposition. Beaucoup de Tchadiens veulent se soustraire à la loi. Ceux qui ont la force, ils se soustraient par la force. Ceux qui n'ont pas la force, ils se soustraient en utilisant peut-être la corruption, tout ça. Les gens se soustraient de la justice. Donc, il y a ce malaise-là qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons, disons, une situation d'impunité. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est une impunité qui est voulue et entretenue. Maintenant, on n'a pas tous les éléments nous permettant de dire que l'État veut couvrir tout le monde. Face à une rupture de confiance avec les citoyens, l'État et ses partenaires se sont engagés à rendre effective l'application des règles et principes garantissant l'indépendance de la magistrature. Cela s'est traduit par l'exécution de programmes initiés au profit de l'ensemble des acteurs du système judiciaire. Toutefois, l'avènement d'une justice de qualité au Tchad plus qu'ailleurs ne peut se produire sans une réelle volonté politique. Vers la création d'un passeport africain. L'annonce a été faite ce mardi 5 avril 2016 par la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Ce projet phare de l'agenda 2063 favorisera la libre circulation des biens et des personnes sur toute l'étendue du continent africain. Diarra Ndiaye. Le continent africain pourrait bientôt devenir sans frontières.
Ce projet phare de l'agenda 2063 de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, permettra de favoriser la libre circulation des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire africain. L'objectif est de garantir à tout citoyen africain l'entrée de séjour sans visa pendant 30 jours dans n'importe quel pays du continent. Mais c'est une très bonne idée de dire que nous, Africains, nous faisons une sorte d'espace Schengen, mais en macro, que sur toute l'étendue du continent, qu'il n'y a plus de visa, il n'y a plus de tracasserie pour aller d'un pays à un autre. Si on veut véritablement l'intégration des pays africains, moi, je pense que ça doit commencer par des autoroutes au niveau des frontières. C'est bien de dire qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens, mais ce qui est mieux, c'est de se donner les moyens pour que les gens puissent circuler librement. C'est bien le passeport, c'est bien le texte, mais il faut que ce soit du concret. Pour moi, le concret, c'est d'abord prendre les dispositions pour que les frontières soient beaucoup plus fluides. La mise en place d'un passeport africain fait partie des projets qui doivent être mis en œuvre dans les 10 premières années de l'agenda 2063 de l'UA. Ce projet ambitionne également d'améliorer le commerce intra-africain et de faciliter la circulation des marchandises entre les États membres. C'est bien, c'est un document de voyage, mais à mon avis, ce qui est le plus important, c'est est-ce que tous les pays vont accepter que ce passeport puisse ouvrir les frontières? Est-ce que l'Union africaine va être suffisamment forte pour imposer ça aux États? Et c'est ça la grande question. Souvent, quand on voit les blocages au niveau des frontières, la plupart du temps, c'est de l'égoïsme économique. Nous ne voulons pas que nos voisins nous envahissent. C'est le réflexe de l'Afrique du Sud, c'est le réflexe de la Guinée équatoriale et c'est le réflexe de beaucoup d'autres pays. J'ai toujours pensé que c'est absurde que, et puis pour aller au Maroc, qu'on n'ait pas besoin de visa et que pour aller au Gabon, et puis qu'on ait besoin de visa. Alors qu'on pense tout le temps à parler d'intégration africaine, on parle de panafricanisme. Le panafricanisme, ça commence par ça. Ça commence par la liberté pour tout Africain de circuler librement sur le continent. Le passeport africain entrera en vigueur en juillet 2016 lors du sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. À l'occasion, les premiers exemplaires seront remis aux chefs d'État présents. Allant dans le sens de l'Union africaine, la Banque africaine de développement progresse dans la création du premier indice d'ouverture sur les visas en Afrique, projet qui vise à conduire des réformes de la politique des visas à travers l'Afrique, de simplifier les procédures de demande de visa et d'encourager la réciprocité positive. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.